bonjour. On va donc parler de peut-on hacker les transports en commun? Vaste sujet. Christophe Gransart, vous êtes docteur en informatique et spécialiste en cybersécurité et chargé de recherche à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. C'est l'IFSTAR, ça s'appelle, c'est ça? Exactement, oui. Voilà. Et Corentin Larose, vous êtes alors, ça peut surprendre, hacker et pilote de ligne. Alors, c'est-à-dire petite précision, je suis entrepreneur, hacker et pilote tout court, pas de ligne. Pilote tout court. Pilote de? Pilote d'hélicoptère, d'avion et de planeur. Tout ce qui oui, ça donc pilote quand même de. Bon. On va donc, sur cette thématique, peut-on hacker les transports en commun? La première constatation qu'il faut faire, avec vous peut-être Christophe Gransart, c'est qu'on n'est pas dans de la science-fiction. Bien évidemment, on peut imaginer tous les scénarios, etc. Mais les attaques de hackers sur les transports en commun, ça existe. Il y a déjà eu plusieurs exemples. Oui, tout à fait. Je vais refaire l'historique un peu de l'industrie ferroviaire. Je vais me servir du monde ferroviaire pour illustrer mes propos. Bon, au tout début, on avait les locomotives à vapeur. C'était purement mécanique, donc il n'y avait pas d'informatique, rien du tout. Donc, pas de problème. Il y a quelques décennies, on est passé à des technologies à base de relais, puis après à des circuits imprimés. Et maintenant, on a vraiment tout un ensemble d'ordinateurs à bord des trains pour le contrôle-commande, pour la vitesse, pour le freinage, pour l'ouverture des portes, la clim. Et donc, en fait, ce n'est pas un ordinateur sur roulette, c'est un ensemble d'ordinateurs sur roulette. En fait, on peut dire aussi également, on peut considérer ça comme étant un gros IoT mobile. Et donc, à la question, peut-on hacker les transports en commun? Comme tout système informatique, oui, on peut hacker les transports en commun. Alors après, les bonnes questions à se poser, c'est quand est-ce que ça va arriver? Donc ça, on va dire un jour. Et après, pourquoi? Est-ce que c'est une finalité d'hacker le système de transport en commun ou est-ce que c'est juste un moyen? Et à ce moment-là, on peut se poser la question du profil de l'attaquant. Et donc là, il y a tout un ensemble d'études de classification de profils. Ça va de l'ado qui a découvert des outils malveillants et qui essaye ça dans sa chambre juste pour voir. Ça peut être ce qu'on appelle les lone wolf, les loups solitaires. Alors en exemple, en 2008, en Pologne, il y a une personne qui a bricolé une télécommande de télévision, donc une télécommande infrarouge, et qui a fait dérailler 4 trams dans la ville. Il y a eu quelques blessés. Il n'y a pas eu de décès, mais il y a eu quelques blessés. Avec une simple télécommande quasiment de oui, parce télévision. Que le signal, le système d'enclenchement des aiguillages était basé sur un système infrarouge. Et donc, il a envoyé le bon signal à la bonne fréquence sur le récepteur. Et puis, il a fait ça quand un tram passait. Et puis, voilà, ça déraillait. Ensuite, dans la classification de mes profils d'attaquants, on peut avoir ce qu'on appelle les activistes. Là, je n'ai pas d'exemple de groupe d'activistes qui auraient attaqué les transports en commun. On va après, dans l'échelle toujours en capacité, soit financière, soit de compétences, on va retrouver des groupes criminels. Et donc là, par exemple, c'est ce qui s'est passé en novembre 2016 à San Francisco, où un ransomware avait été déployé sur les machines de vente de tickets du réseau urbain, et donc pour récupérer de l'argent. Donc là, c'était une organisation criminelle pour récupérer de l'argent. Et le dernier type d'attaquant, c'est un attaquant étatique. Et là, l'exemple que j'ai en tête, c'est le métro de Séoul, donc Corée du Sud, qui a été perturbé pendant quelques mois en 2015. Et l'attaque serait attribuée à la Corée du Nord, qui, elle, a également aussi d'assez importants moyens de cyberattaque. Corentin Larose, déjà, en revenons sur ces motivations des hackers. Christophe Gransart nous a donné en gros trois profils. Celui du petit bricoleur, enfin, ça paraît assez étonnant, mais bon. Alors lui, quelle est simplement une satisfaction personnelle de mettre le désordre. Et puis ensuite, les mafieux, pour aller très vite, les mafieux et la politique.
Vous partagez cette analyse ? Oui, mais pour commencer, je voudrais revenir sur les moyens qu'ils ont. En fait, les moyens aujourd'hui sont liés à la normalisation et l'industrialisation des procédés de création de tout ce qui nous entoure, c'est la mondialisation. Et quand on crée un produit, que ce soit un train, un avion, un métro ou une voiture, on utilise des sous-composants qui sont des composants qui sont utilisés dans toutes les voitures, dans tous les avions, dans tous les trains. Donc pour un hacker qui a réussi à développer une méthode qui lui permette de contraindre d'une manière ou d'une autre un véhicule, il a la possibilité de contraindre tous les véhicules qui sont équipés avec la même électronique, parce qu'il s'agit souvent d'un problème électronique. Aujourd'hui, il y a des exemples de hacking de transport public, effectivement, comme vous le disiez, et il y en a des plus inquiétants, ceux des avions de ligne, typiquement. Il y a un consultant en sécurité très connu qui s'est fait connaître pour avoir hacké entre 2011 et 2014 plus d'une vingtaine de fois des avions Airbus et Boeing. Il n'a pas fait des choses irréparables, il n'a pas fait des choses dangereuses, mais il a tout de même réussi à pénétrer dans des couches informatiques auxquelles il n'aurait jamais dû avoir accès. Et tout ça, c'est uniquement lié au fait que l'interopérabilité, la normalisation, la sous-traitance nous donne accès très facilement à des normes ou des choses comme ça. J'en veux pour preuve que dans la ville où on est en ce moment, ou comme dans toutes les villes parisiennes, vous avez des panneaux qui sont connectés, qui permettent de savoir combien de places sont disponibles dans un parking, par exemple. Et ces panneaux-là, au moyen d'une opération excessivement simple, peuvent être pris, le contrôle peut être pris par un hacker. Il peut afficher les informations qu'il veut. Aller plus loin, derrière vous avez des systèmes de feux rouges, vous avez toutes ces choses-là. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est possible de le hacker, la question c'est de savoir quand est-ce que ce sera hacké, et surtout par qui et pour quelles raisons. Revenons juste un mot sur l'exemple que vous donniez des avions de ligne. Quel était l'objectif du hacker? C'était juste un jeu ou ça pouvait être derrière, il pouvait y avoir une autre motivation? Il s'agit d'un consultant en sécurité qui donc vend ses services pour apprendre aux gens à se protéger mieux. Et ces gens-là sont toujours un petit peu à la marge entre deux mondes, parce que pour se faire connaître, ils ont besoin de faire ce qu'on appelle un exploit. Et un exploit, c'est ça. L'exploit, c'est de dire, bah voilà, moi j'ai fait quelque chose que personne avant moi n'avait fait. Je détiens les clés d'un savoir qui pourrait être dangereux, qui pourrait mener à des grosses pertes ou éventuellement même à des pertes humaines. Donc, on se fait connaître pour ça et ensuite on monnaie très cher ses compétences. Donc dans son cas précis, il n'était pas là pour faire du mal, il n'était pas là pour détourner un avion, il était juste là pour faire parler de lui et dire je suis capable de le faire, donc d'autres le sont peut-être. Il y a quand même quelque chose qui surprend, c'est les gens qui ont conçu ces systèmes n'ont pas imaginé, si c'est aussi simple que ça pouvait justement donner prise aux hackers. Alors, c'est jamais si simple que ça, pour une raison très simple, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'interopérabilité de tout un tas de systèmes informatiques. C'est pas le seul que vous avez conçu et qui est dans une petite boîte. Il y a 400 ou 500 sociétés qui conçoivent 400 ou 500 systèmes électroniques qui cohabitent via des normes, des choses normalisées, des protocoles normalisés, qui sont d'ailleurs publics, et la plupart de ces composants sont créés par des sociétés qui sont dans 50 ou 100 pays différents. Imaginez bien que les gens communiquent entre eux, que ces communications ne sont pas étanches, et que finalement, si on veut s'attaquer à un système, quel qu'il soit, que ce soit un avion, un train, une voiture ou un panneau de signalisation, la première chose qu'on va faire, c'est aller rechercher avec quoi il est fabriqué. Aller voir les fabricants dans des salons, aller écouter des conférences qu'ils donnent sur les technologies qu'ils développent. Et à partir de là, vous allez créer une espèce d'espace de connaissances qui vous permettra de comprendre comment ça fonctionne, éventuellement de vous fournir certains prototypes, et à ce moment-là, effectivement d'arriver à cet exploit dont on parlait juste avant. C'est parfois aussi simplement pour une question de coût. On va multiplexer sur un même réseau des données qui sont soit du contrôle-commande, soit de l'infotainment pour les passagers. Alors que dans une bonne analyse de sécurité, il faudrait vraiment rendre étanches les aspects de contrôle-commande de ce qu'on met à disposition des usagers. Mais parfois, c'est simplement pour réduire les coûts. Alors, quelles sont les parades possibles, puisque maintenant on vient de voir que le risque non seulement existe, mais qu'il est même, les hackers sont passés à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et à quel niveau faut-il intervenir? Alors, actuellement, je vais toujours prendre l'exemple du monde ferroviaire. Il y a
je vais parler de deux notions, donc les problèmes de cybersécurité et les problèmes de sûreté de fonctionnement. Dans le monde ferroviaire, on connaît très bien la sûreté de fonctionnement, donc c'est la propriété qui garantit qu'à tout instant, on sait dans quel état va être le train, quel va être son comportement. Donc il a un mode nominal où il roule très bien. Il peut avoir un mode dégradé parce que comme dans les avions, on a de la redondance de calculateurs avec des codes écrits par différentes équipes pour éviter les fautes communes. Et tout ça, c'est basé sur des normes internationales qui sont partagées par la communauté du monde ferroviaire, que ce soit les sous-traitants, les constructeurs de trains ou les exploitants. Maintenant, si on arrive dans la cybersécurité, là, je vais dire que c'est encore un peu le Far West, parce qu'il n'y a pas une norme qui régit comment faire une analyse de sécurité. Il y a pléthore de normes. Il y a toute la famille ISO 27000. Aux États-Unis, ils ont la famille NIST 800. Pour les systèmes industriels, il y a d'autres normes qui s'appellent l'IEC 62443. En France, on a des normes telles que EBIOS qui sont poussées par l'ANSSI pour les OIV. Et donc, ce qui fait que chaque constructeur est bien conscient du problème de cybersécurité. Chacun fait sa propre analyse de risque. Chacun définit sa liste de menaces, de threats, évalue les vulnérabilités sur le système qu'il développe, avec après les conséquences, coûts en vie humaine en cas de vrai accident, coûts financiers. Mais le problème, c'est que chaque constructeur va prendre sa propre méthode et c'est dur de capitaliser et de partager entre différents partenaires. Je vais rebondir là-dessus justement. C'est l'une des solutions et très paradoxalement l'open source. Vous en avez certainement entendu parler. Et l'idée, c'est tout simplement de dire que aujourd'hui, 80% des systèmes que vous avez sur Internet, qui sont des systèmes informatiques et qui peuvent donc être comparés aux systèmes informatiques qui régissent le fonctionnement d'un avion, d'un train ou d'un autobus, 80% de ces systèmes-là sont open source, c'est-à-dire que tout le monde peut en lire le fonctionnement, tout le monde peut consulter les sources de ces codes sans aucune restriction. C'est assez paradoxal parce qu'il y a des serveurs de banque qui tournent comme ça, il y a des serveurs de gouvernement, il y a des serveurs qui gèrent des choses extrêmement secrètes ou extrêmement dangereuses. Et pour autant, tout le monde peut consulter les sources. Et en fait, c'est la grande force de ces systèmes-là, c'est que comme tout le monde peut consulter les sources et qu'il y a a priori plus de gens qui sont intéressés par le fait de les rendre plus sûrs que par le fait d'utiliser leurs éventuelles failles, à ce moment-là, on arrive un procédé de complétion de sécurité qui fait que aujourd'hui, encore une fois, 80% des systèmes qui régissent des choses qui sont extrêmement pointues, extrêmement secrètes, sont open source. Tout le monde peut en lire le code. Et pour autant, elles sont très sécurisées et difficiles à attaquer. Et aujourd'hui, l'un des problèmes, typiquement dans les fabricants de voitures, c'est qu'il faut une course à l'armement pour sortir du gadget, de l'infotainment, etc. Et que cette course, elle passe par des sources qui sont fermées. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de conserver illusoirement, en tout cas, une avance sur leurs concurrents. Et on a vu des procès emblématiques comme celui de Toyota qui s'est retrouvé à devoir fournir ses sources en C à des experts qui ont relu leurs sources pendant plus de 4 ans. Et ces sources-là, on a trouvé des centaines de milliers d'erreurs dedans, dont des milliers d'erreurs qui soient critiques. Donc, l'une des solutions, pour répondre à la question que vous posiez, ce serait éventuellement de pousser plus l'open source dans ces systèmes de sécurité. On sait qu'on travaille, il y aurait des possibilités après la voiture autonome, d'imaginer des TGV sans pilote, des avions également sans pilote, c'est-à-dire qui n'auraient plus besoin de cette fonction du pilote. Est-ce que vous pensez que justement le maintien d'une responsabilité humaine d'un pilote dans chacun de ces moyens de transport, c'est une façon, ça peut jouer justement cette façon de lutter contre le hacking, ou est-ce que quelque part ça n'a aucune importance ? J'imagine que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont vu Sully, le film sur un pilote de ligne qui a posé sur l'Hudson son avion. Il faut savoir une chose, c'est que si ce qui s'est passé ce jour-là s'était passé dans un avion automatisé, tout le monde serait mort. Donc
C'est une réponse très simple, c'est un cas sur des dizaines de milliers, et je vous recommande, moi je suis moi-même pilote, je vous recommande ce film qui est pas du tout un film catastrophe, contrairement à ce qu'on peut voir habituellement, et qui est très documenté. Et ce qui s'est passé ce jour-là, seul un humain, et seulement peut-être cet humain-là, pouvait l'éviter. Donc c'est une réponse compliquée, c'est la réponse de la normalisation versus l'exceptionnel. C'est-à-dire que oui, dans 99,9% des cas, peut-être que l'avion se posera encore mieux s'il se pose automatiquement que si c'est un humain. Mais il y a un cas où cet humain-là, il est payé très très cher pour réagir, parce que il n'y a qu'un cerveau humain et qu'une expérience, que même de l'affect, j'ai envie de dire, qui peuvent rétablir la situation. Donc c'est un problème très compliqué. Oui, mais là, il n'y avait pas de hacking. Moi, je vous posais la question par rapport aux menaces, au risque de hacking. Pour aller dans ce sens-là, et puis pour répondre à votre question, moi, je suis impliqué dans un projet de recherche européen, enfin l'initiative Shift to Rail, où en fait, on a un groupe de travail sur la cybersécurité pour le ferroviaire, et j'ai des collègues à l'Université de Valenciennes qui travaillent sur un scénario qui est, bon, on suppose qu'on avait mis toutes les barrières possibles de sécurité, les firewalls, les sondes de détection. Une attaque a quand même eu lieu, il reste un humain aux manettes. Par contre, son système de transport va peut-être réagir d'une manière un peu bizarre. Des lumières vont s'allumer, et donc après, ils font une étude sur la psychologie du conducteur pour dire l'homme est le dernier rempart en cas de hacking pour arrêter le système de manière sûre et sécure. Est-ce qu'on peut imaginer une lutte, si je puis dire, commune entre des problématiques communes entre les différents moyens de transport et entre eux au niveau international, entre les États, face à cette menace de hacking? Oui, donc déjà au niveau international, il y a un réseau de CERT. C'est des centres Emergency and Response, c'est des centres qui se partagent des vulnérabilités qui ont été trouvées sur des logiciels, histoire de pouvoir prévenir les différents pays. Au niveau donc, du monde ferroviaire, dans les projets européens dans lesquels je suis impliqué, on retrouve Alstom en France, on retrouve CAF en Espagne, on retrouve Siemens en Allemagne, on retrouve des opérateurs comme Network Rail en Angleterre. Donc il y a déjà une construction européenne de cette problématique de la cybersécurité. Et on peut aller plus loin ? On peut éventuellement s'approcher avec le monde routier, des voitures autonomes. Par contre, un train sûr, c'est un train qui est arrêté. Donc cette notion de sûreté, on ne pourrait pas l'appliquer à un avion. Si en plein vol, on dit qu'il y a un problème, j'arrête mon avion, je crois que ça va être pire que mieux. Mais il y a quand même des relations sur l'aspect sûreté de fonctionnement, la manière de développer du logiciel qui soit fiable dès le départ, quoi. Donc c'est ce qui a déjà été mentionné dans la matinée, ce qu'on appelle le Secure by Design. Corentin Larose ? Alors, je vais vous répondre malheureusement par quelque chose d'un petit peu alarmant, mais il existe, j'ai envie de vous donner 2 exemples de normes. À partir de 2012, tiens, on va faire un petit truc rigolo. Qui a une voiture qui date d'après 2012 dans la salle ? Levez la main. Qui date d'après 2012 ? Ah, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture alors ici. Bon, tout simplement, après 2012, il y a un système qui est devenu obligatoire dans les voitures. C'est une valve qu'on met sur les pneus, donc pour gonfler ses pneus. Et peu de gens le savent, mais cette valve-là, elle a une petite pile à l'intérieur, elle a un petit émetteur. Et cet émetteur-là, sur une fréquence radio, envoie 3 informations qui sont la température, la pression et la vitesse de rotation du pneu. Ces informations-là, elles ne sont pas cryptées, elles ne sont absolument pas protégées. Et il est excessivement facile de capter ces informations-là pour les lire, ce qui n'a que peu d'intérêt au final, mais également de se faire passer, c'est ce qu'on appelle le surrogating, de se faire passer pour un véhicule, et donc de dire en émettant plus fort que la roue du véhicule, je suis par exemple trop chaud, ou je suis dégonflé, etc. Ça vous paraît peut-être
complètement anodin, mais imaginez qu'on fasse ça à un autobus qui est en train de rouler et qu'on lui dise les pneus sont trop chauds, il va s'arrêter, qu'on fasse ça à un convoi de prisonniers, qu'on fasse ça au convoi du président de la République. Et toutes ces normes-là, la norme qui porte ça, elle a été mise en place, elle est dans le monde entier. Et pour autant, elle a été pensée par des organismes centraux, mais elle n'a pas été pensée, comme vous le disiez, par le design by security, security by design. Et il y a la même chose dans l'aviation. Depuis des années, on travaille avec un système qui s'appelle l'ADSB, qui permet de localiser des avions en vol. Mais la petite particularité de ce design, qui est très intéressant, c'est que l'avion envoie lui-même sa position. Donc c'est ce qu'on appelle du contrôle collaboratif, c'est-à-dire que l'avion dit « je suis là, je vais à telle vitesse, voilà mon immatriculation, etc. etc. » Cette norme ADSB, il y a un chercheur en sécurité, je crois que c'est un chercheur du MIT aux États-Unis, qui a fait un papier très intéressant dessus en disant « moi, je peux lire très facilement, et n'importe qui ici peut le faire. Il suffit d'avoir une petite carte qui coûte 15 € qu'on achète sur Internet, et vous pouvez lire la totalité du trafic qu'il y a à plus de 300 km à la ronde. C'est vraiment très facile. Donc vous avez la possibilité de voir la position de tous les avions. Je vous laisse déjà réfléchir aux implications que ça représente, première chose. Mais la deuxième chose, c'est que cette émission n'étant pas cryptée, vous avez aussi la possibilité de faire du surrogating, c'est-à-dire d'émettre comme si vous étiez un avion. Imaginez que je me mette à émettre comme si j'étais un vol Air France et que je m'approchais du centre de Paris à l'altitude de 200 mètres. Qu'est-ce qui se passerait? Je vous pose la question. Et le problème, c'est que la mise en place de toutes ces normes-là n'a pas été réfléchie dans le sens de la sécurité à la base et qu'il faudra des dizaines d'années pour les corriger. Parce que ça coûte tellement cher, c'est en place dans tellement de couches techniques et informatiques et y compris organisationnelles de la société, que ce sera extrêmement long. Et pourtant, dès le départ, il y avait des gens qui avaient tiré la sonnette d'alarme. Donc je pense que l'une des possibilités pour sécuriser les choses, c'est d'écouter un peu plus les gens qu'on considère comme passez-moi le mot, mais des emmerdeurs à l'origine de la spécification des normes. Quand ils veulent mettre une couche de sécurité, on leur dit on verra ça dans la norme 2 ou dans la norme 3, parce que pour l'instant, ce qu'il faut, c'est que ça marche. C'est que ça marche et que ça ne coûte pas trop cher, parce que rajouter de la sécurité, ça ne rapporte pas de part de marché et ça aura un coût non négligeable. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question. Écoutez, il me reste à remercier. Merci Christophe Brassard, merci Valentin Larose. Et puis donc les travaux reprennent juste après le déjeuner tout à l'heure à 14h. Merci à tous.